Bonjour et merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à la jeunesse chez Delachaux et Nestlé. Je m'appelle Michel Larieux, je suis directeur éditorial chez Delachaux et Nestlé et je me trouve avec Jeanne Cochin qui est éditrice plus particulièrement spécialisée dans la jeunesse. Alors nous allons vous présenter nos lignes jeunesse et nos nouveautés et nous nous retrouverons à la fin pour répondre à toutes vos questions. Mais avant tout, je voudrais vous présenter un petit peu la maison Delachaux et Nestlé, qui fête ses 140 ans cette année. À l'origine, Delachaux et Nestlé, c'est une maison d'édition suisse, c'est une maison d'édition neuchâteloise, très exactement. Et c'est l'histoire de deux frères, Eugène et Paul Delachaux, qui étaient éditeurs, et Adolphe Niestlé, qui était imprimeur. Et il se trouve qu'à l'époque, toutes les maisons d'édition avaient leur imprimeur. Dès le début, en fait, Delachaux et Niestlé est une maison d'édition généraliste. Elle publie notamment de la littérature, par exemple Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, ou encore Tactique du diable de Lewis, donc des auteurs qui sont assez connus et reconnus, puisque Lewis est entre autres l'auteur du Monde de Narnia. Delachaux, c'est aussi toute l'histoire du scoutisme, et notamment de tous les ouvrages de Baden-Powell. C'est aussi et surtout un fonds aux sciences humaines. Delachaux a publié tous les grands penseurs et pédagogues du XXe siècle, notamment Zazo, Freinet et l'un des plus connus, Piaget. Piaget qui était un célèbre biologiste genevois et surtout un psychologue qui a révolutionné la pédagogie et notamment la psychologie de l'enfant. Delachaux, c'était aussi du scolaire et du parascolaire, et on nous demande encore aujourd'hui les fameuses réglettes Cuisenaire qui étaient des réglettes pour apprendre l'arithmétique et les mathématiques. Delachaux, c'est aussi dès le début un éditeur jeunesse, et nous avons en particulier publié tous les Félix Salten, qui est l'auteur du célébrissime Bambi, qui va fêter l'année prochaine ses 100 ans et pour lequel nous allons publier un très bel album. Alors bien sûr, c'est aussi la nature, dès le début, aujourd'hui, Delachaux est exclusivement tourné vers la nature et à son catalogue environ 450 références nature. Alors qu'est-ce que c'est la nature ? La nature, ce sont les sciences humaines, la nature c'est la zoologie, c'est la botanique, c'est l'environnement, l'écologie, la biodiversité domestique ou encore le jardinage. Et toutes ces thématiques, en fait, nous les développons sous toutes les formes et pour tous les publics, notamment à travers des guides d'identification, ce pour le quoi on est le plus connu et reconnu, notamment le célèbre guide Ornitho, mais aussi des ouvrages pratiques grand public, des beaux livres, des ouvrages de texte. Alors, dans la mesure, évidemment, où nous n'éditons que de la nature, au sens large, bien sûr, notre production jeunesse va être exclusivement tournée vers la nature, c'est-à-dire les sciences de la vie et de la terre et la défense de la biodiversité et de l'environnement. Et il y a déjà beaucoup à faire sur ces sujets-là pour sensibiliser et instruire les plus jeunes. Alors, par ailleurs, on a hérité, comme je vous l'ai dit, d'une tradition pédagogique qui est très très forte. Et donc, tous nos ouvrages nature, même nos albums, qui seront des albums de fiction, vont comporter toujours une visée pédagogique et une visée qu'on souhaite bien évidemment la moins ennuyeuse possible. Et en fait, chacun de nos ouvrages tente de véhiculer trois notions qui sont vraiment indissociables pour nous, à savoir la connaissance, le plaisir et la protection, selon un principe que vous connaissez tous et qui a été maintes fois vérifié, qui veut que l'on protège que ce que l'on aime et que l'on aime que ce que l'on connaît. Et enfin, engagement incontournable pour les livres adultes, mais bien entendu peut-être encore plus pour les livres jeunesse. Tous nos ouvrages sont bien évidemment non seulement imprimés sur des papiers issus de forêts gérées durablement, ça aujourd'hui tout le monde le fait, mais sont également imprimés en France ou en Europe. Donc je peux vous dire qu'au niveau de la jeunesse, c'est un véritable crève-cœur pour moi qui adore tout ce qui est pop-up et ouvrage à façon, puisqu'on n'en trouvera jamais chez Delachaux, puisque nous n'imprimons pas en Chine. Mais
Cela ne nous empêche pas pour autant d'avoir une ligne éveil que Jeanne va vous présenter maintenant. Merci Michel. Moi, pour commencer, je vais vous parler de la production d'éveil, donc de 0 à 6 ans. Parce que De la Chaux jeunesse s'adapte à tous les âges des enfants, et notamment aux plus petits, avec des ouvrages d'éveil, donc à partir de la naissance. Parce qu'on aime le répéter chez De la Chaux, mais il n'est jamais trop tôt pour s'intéresser à la nature. Donc en 2022, De la Chaux jeunesse a sorti 2 ouvrages d'éveil tout carton, que je vous montre ici. Donc c'est des ouvrages carton, bord rond, avec des photos sur fond blanc, donc des photos vraiment naturalistes, tout à fait dans l'esprit de la Chaux adulte. On trouve des photos sur fond blanc avec des petites phrases indices qui invitent l'adulte et l'enfant à la discussion ou à l'échange. Le choix des thématiques pour ces 2 ouvrages, donc pour l'un animal ou végétal, pour l'autre à plumes, à poil ou à écailles, sont des choix faits en fonction des premières analyses que font les enfants à l'école. Donc dès l'école maternelle, ces thématiques sont abordées pour caractériser le monde vivant ou pour appréhender les animaux. Pour le printemps 2023, on prépare 2 nouveaux titres d'éveil, donc dans une nouvelle série cette fois-ci, avec des illustrations dessinées et non des photographies. Pour cette nouvelle série d'éveil, on va avoir une fabrication un petit peu spéciale, avec cette fois-ci une spirale métallique, qui invite l'enfant à tourner les différents volets des pages. Donc j'ai ici une maquette qui n'est pas la maquette définitive, mais une maquette de travail. Donc l'enfant est amené à tourner les petites pages et à retrouver, pour ce premier titre par exemple, la famille des animaux, donc le mâle, la femelle et le petit. Donc on a un premier titre où l'enfant doit retrouver la famille, et un second titre qui paraîtra également au printemps 2023, où l'enfant doit retrouver les 3 parties d'une aventure animalière. Donc par exemple, on va avoir le poussin qui sort de sa coquille, l'araignée qui tisse sa toile, ou le rapace qui fond sur sa proie. Dans cette série illustrée, on cherche à initier les tout-petits à la biologie des animaux, mais aussi au vocabulaire, puisqu'à chaque fois on a un petit peu de texte qui accompagne les illustrations, et à la motricité. Pour les enfants un petit peu plus grands, donc de 3 à 6 ans, on travaille sur des courts albums, avec par exemple Sushi aime les souris, qui est sorti en septembre dernier. Donc ce titre explique pourquoi il faut laisser Sushi, le chat, chasser les souris. C'est avant tout un travail de diction pour la personne qui lit ce livre, mais au-delà de ce texte aux sonorités amusantes et des illustrations pop, ce livre a pour but d'expliquer aux enfants le phénomène de la prédation et son rôle dans le maintien des équilibres écologiques. Si Sushi ne chasse pas les souris se multiplient et finissent par envahir la maison, et c'est pas du tout ce que l'on souhaite. Pour conclure sur cette tranche d'âge, de l'éveil jusqu'à 6 ans, je vais vous parler maintenant d'un ouvrage qui s'appelle « Qu'est-ce qui se passe ?», et qui explique la pollution des océans aux tout petits. Donc dans cet ouvrage, on suit l'ours polaire sur sa banquise, qui se voit envahir peu à peu de canettes de soda, de pneus, de sacs plastiques, etc. Dans cet ouvrage, à la suite de cette fiction, une petite fiction, on retrouve quelques pages documentaires qui expliquent un peu plus en précision, avec des chiffres, ce phénomène de la pollution des océans. Ça, c'est quelque chose qui nous est très cher chez De la Chaux jeunesse. On accompagne tous nos ouvrages de fiction d'un petit cahier documentaire ou d'une double page documentaire à la fin, pour inviter et continuer la réflexion et la discussion sur ces thématiques. Cet album a fait l'objet d'un travail avec une classe de petite section de maternelle qui a mis en vidéo l'histoire de l'ours polaire, donc sur une vidéo stop motion. Et je vous propose maintenant de visionner quelques minutes de cette vidéo. Qu'est-ce que c'est? Un lapin, un chien, un loup. Non, c'est un ours polaire. Il vit en pôle Nord. Il habite un banquier. Il est blanche. Il est bleu. Ah, elle est belle. Les loups. Elle promène sur la banquise. Ils sont heureux. Maintenant, des bouteilles de fête sur l'eau. Ils transforment c'est des sacs en plastique.
Non, je veux pas s'y jouer. La bonne question. Les poissons sont malades. Et c'est pas... Qu'est-ce qui se passe? Alors la production 6-9 ans, elle est constituée d'albums ou de documentaires, voire d'albums documentaires. Alors on a par exemple des albums comme la tarte aux fraises d'Albert, qui raconte l'histoire d'Albert, qui est un hérisson, qui veut réaliser une tarte aux fraises en hiver, qui est évidemment une très mauvaise idée pour Albert, mais qui est un bon moyen pour l'autrice d'aborder avec les plus jeunes les problématiques d'agriculture biologique, de circuits courts ou encore d'empreinte écologique. Et finalement, Albert optera plutôt pour une tarte aux pommes, dont nous aurons la recette, bien entendu, à la fin de l'ouvrage. Alors, nous avons également des documentaires comme les 10 pourquoi ou 10 c'est quoi, qui expliquent simplement aux enfants les concepts des grands, comme par exemple les énergies renouvelables, la disparition des espèces, la pollution des océans, l'agriculture intensive ou encore le changement climatique. Et enfin, des ouvrages qui sont à la fois des albums et des documentaires, ce que nous on nomme entre nous des doc-histoires, qui sont en fait des monographies qui concernent un animal du bestiaire enfantin, et qui sont construits en deux parties, une fiction qui est illustrée et qui est suivie donc d'un petit documentaire. Alors dans cette série, on va trouver par exemple Peter Pouf, on va trouver Pourquoi la coccinelle porte bonheur ou encore Micheline la mouche. Je vais vous raconter le dernier qui est apparu, qui s'appelle La véritable histoire de Jérémy l'escargot. Alors, vous le connaissez peut-être pas, mais en fait, Jérémy est un escargot qui a bel et bien existé, et on peut même dire qu'en fait, Jérémy, c'est une superstar. Jérémy, il a fait les plateaux télé. Jérémy, il a eu énormément d'articles dans la presse écrite. Jérémy, il a sa page Wikipédia. Si vous tapez Jérémy sur Google, vous trouverez sa page Wikipédia. Jérémy, il a eu un compte Twitter. Et des chanteurs ont même écrit des chansons à la gloire de Jérémy. Alors, pourquoi un tel succès? Eh bien, tout simplement parce que Jérémy est un escargot sonestre. Alors, c'est quoi un escargot sonestre? C'est un escargot qui porte sa coquille à gauche, et donc sa coquille s'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et ça, c'est extrêmement rare. C'est extrêmement rare, en tout cas suffisamment rare pour intéresser le monde scientifique. Et Jérémy a été trouvé sur un tas de compost au nord-ouest de Londres. Et le scientifique qui l'a récupéré voulait savoir en fait si cette anomalie était génétique ou si c'était simplement une anomalie qui était due à une malformation. Et évidemment, pour ça, il fallait que Jérémy s'accouple avec un autre escargot. Seulement voilà, il y a un problème, c'est que un escargot sonestre ne peut s'accoupler qu'avec un autre escargot sonestre. Parce que chez les escargots, effectivement, il y a ni mâle ni femelle, mais pour s'accoupler, il faut tourner ensemble dans la même direction. Alors évidemment, trouver un escargot sonestre, ça s'avérait complètement mission impossible, pour la simple et bonne raison qu'on est là sur un individu sur 1 million. D'où l'idée, en fait, d'utiliser les réseaux sociaux, et donc d'ouvrir un compte Twitter au nom de Jérémy. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, eh bien, ça a marché. Alors, il y a deux prétendants qui sont arrivés, un anglais et un espagnol, et qui ont donc répondu à l'annonce, sauf que, manque de chance, quand ils se sont retrouvés, l'anglais et l'espagnol se sont accouplés ensemble et n'ont absolument pas capté Jérémy. Donc le pauvre Jérémy s'est retrouvé seul. Mais quoi qu'il en soit, les 179 descendants qu'ils ont eus, en fait, étaient tous dextres, c'est-à-dire qu'ils avaient tous, en fait, une coquille qui tournait dans le sens des aiguilles d'une montre. Et donc, ce que l'on voulait prouver, finalement, a été prouvé, à savoir que c'était, en fait, plutôt une malformation et que ce n'était donc pas quelque chose d'héréditaire, donc quelque chose de génétique. Quoi qu'il en soit, en fait, l'histoire ne se termine pas si mal que ça, puisque Jérémy a fini par attirer l'attention de son congénère, et une fois que le bel Hidalgo est reparti, il s'est accouplé donc avec l'autre escargot anglais, et ils ont eu 56 petits, et là encore,
corps, tous les petits escargots en fait tournaient donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Malheureusement, l'histoire se termine mal puisque Jérémie n'a pas eu le temps vraiment de profiter de sa progéniture puisqu'il est décédé peu de temps après. Et si d'ailleurs vous souhaitez voir Jérémie, vous pouvez voir sa coquille qui aujourd'hui est exposée à l'université de Nottingham. Donc voilà évidemment la véritable histoire de Jérémie. Elle est un petit peu édulcorée dans l'ouvrage pour les enfants, mais c'est quand même un bon moyen de découvrir un animal qui, même quand il porte sa coquille à droite, est véritablement un animal absolument extraordinaire. Pour les enfants de plus de 9 ans, on publie chez De la Chaux Jeunesse des grands albums, soit documentaires, soit de fiction. Donc documentaire d'abord, avec cet exemple d'Everest, qui raconte la toute première ascension du mont Everest en 1953 par deux hommes, Tenzing Norgay et Edmund Hillary. Ce livre raconte l'exploit sportif et technique de cette ascension, mais aussi le rôle essentiel de toute l'équipe qui a accompagné les deux hommes avant l'ascension et pendant l'ascension. Donc le livre insiste vraiment sur cette importance d'un groupe, d'une équipe, et non pas uniquement de deux héros qui sont donc les deux noms connus. Au-delà de cette aventure de l'ascension, on parle aussi de la vie des deux hommes avant cet exploit, donc leur enfance, leurs activités passées. Tenzing Norgay était un gardien de yak au Népal, alors que Edmund Hillary était un apiculteur néo-zélandais. Donc ils n'étaient ni l'un ni l'autre prédestinés à cet exploit incroyable. Le livre aborde aussi l'énorme impact qu'a eu cette toute première ascension sur le Népal, où aujourd'hui encore l'Everest est l'objet de nombreux exploits. Donc ce livre est un récit d'aventure avec des magnifiques illustrations qui courent sur les doubles pages, des schémas, des textes explicatifs. Et cette aventure est accompagnée d'un cahier pédagogique que l'on peut télécharger via un QR code, cahier pédagogique qui est à destination des enseignants de CM1. Donc ce cahier pédagogique a pour but de donner quelques clés aux enseignants ou aux parents pour accompagner ce plaisir de lire en activité pédagogique. Donc on a quelques questions de lecture, d'analyse de situation, des exercices à faire en groupe, etc. Pour cette tranche d'âge, on réalise également des albums de fiction, comme Trace, qui est sorti tout récemment, en octobre. Pour cet ouvrage, nous avions contacté les réalisateurs d'un court-métrage, intitulé lui aussi Trace, un court-métrage d'animation donc, qui était inspiré de la fresque de la grotte Chauvet. Donc cette fresque montre des lions pourchassant des bisons. Le film et le livre racontent donc l'histoire d'une chasse pendant la préhistoire. Trace, c'est l'histoire de Lani, une apprentie traceuse, qui va désobéir à son maître et par cette désobéissance causer la perte de sa tribu. Le récit nous dit qu'à la préhistoire, on trace ce que l'on veut chasser. Donc on dessine sur les parois des grottes des bisons pour les invoquer et les faire devenir réalité. Or, Lani, qui désobéit à son maître, refuse de tracer uniquement des bisons et se prend d'une inspiration et trace un lion. Évidemment, ce lion tracé devient réalité. Ce qui nous a fascinés avant même de définir le récit, c'est cette illustration, qui est vraiment fascinante, réalisée à la peinture et au sable noir. Je vous propose de visionner quelques images de la bande-annonce pour bien vous rendre compte de cette réalisation au sable noir.
Galupton. Menusiken. L'enjeu de la réalisation du livre était à la fois de mettre en mots cette histoire qui n'en avait pas, et aussi, surtout, de réussir à transcrire le mouvement de l'image animée. Donc la technique du sable et l'excellent travail de la maquettiste permettent, il me semble, de vraiment rendre hommage à ce mouvement et aussi à la poésie de l'histoire. Trace, c'est une très belle histoire, des illustrations merveilleuses et aussi beaucoup de bonus, puisque à la fin de la partie fiction, on retrouve une double page de making-of qui nous explique un peu plus comment les deux auteurs et l'équipe de réalisation du film ont travaillé justement avec cette technique du sable noir. On retrouve également une double page rédigée par Jean-Michel Geneste, qui est un archéologue du Paléolithique, et qui est notamment actuellement en charge du programme d'études de la grotte Chauvet. Donc il nous parle des découvertes scientifiques de cette époque de la préhistoire. Et enfin, en super bonus, on peut visionner le court-métrage dans son intégralité grâce à un QR code. Je tiens aussi à vous préciser que les deux auteurs, Sophie Tavert-Massian et Hugo Frassetto, seront sur le stand de la Chauvet-Niesley à Montreuil pour signer leurs ouvrages. Pour terminer cette présentation de la production jeunesse de la Chaux, j'aimerais vous parler du Petit guide des jeunes écolos, qui est un ouvrage paru en 2021. Ce petit guide s'adresse aux jeunes à partir de 12 ans. L'idée de cet ouvrage, c'est de leur donner concrètement des clés afin d'agir de manière écolo au quotidien. Donc l'autrice traite de différentes thématiques, comme le changement climatique, l'énergie, le traitement des déchets, la biodiversité, etc. Et pour chaque thématique, on trouve des informations concrètes, très bien vulgarisées, très chiffrées, comme ici on peut le voir à l'écran sur, par exemple, la fabrication de l'électricité. On trouve aussi, pour chaque thématique, deux comportements ou deux objets qui s'affrontent sur le modèle du bras de fer. C'est-à-dire que le gagnant de ce bras de fer est celui, donc le comportement ou l'objet, qui a le moins d'impact sur l'environnement. Par exemple, au petit déjeuner, vaut-il mieux manger des céréales ou des tartines ? Ou à l'approche de Noël, faut-il privilégier l'installation d'un sapin en plastique ou d'un sapin au naturel ? Donc ce sont toutes ces questions que l'on se pose au quotidien qui sont traitées dans cet ouvrage. On aimerait développer en 2023 ces ouvrages avec du texte conséquent pour les préados. Ce sont ces jeunes générations qui sont déjà bien informées des problématiques environnementales actuelles, et on aimerait leur proposer des ouvrages instructifs, pédagogiques, mais aussi optimistes. Alors vous l'aurez compris, notre but c'est évidemment de sensibiliser les enfants à la nature et à l'environnement dès le plus jeune âge, et pourquoi pas de susciter évidemment des vocations de naturalistes ou à minima former des citoyens éco-responsables. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je tiens également à remercier tous ceux qui nous soutiennent en faisant la promotion de nos ouvrages, et notamment évidemment les libraires, les bibliothécaires, les enseignants, les journalistes et les parents et les enfants. Alors justement, pour les libraires qui souhaiteraient ou qui seraient intéressés par des ateliers ou des signatures, la personne qui est responsable des relations libraires chez de la Chauvet-Niesley Jeunesse se nomme Eve Cotin. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention, je vous souhaite de bonnes lectures, et maintenant nous allons répondre à vos questions si vous en avez.